Quand on est chercheur, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Élodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Après une thèse à l'université de Tours et quelques autres étapes professionnelles qu'elle va nous décrire, Julie Marchand a monté sa société Connexence, le médiateur culturel de l'urbain. Elle va nous raconter son aventure. Bonjour Julie, comment ça va ? Bonjour Élodie, ça va bien. Alors je voulais rappeler à nos auditeurs que donc toi tu es chez toi, avec un son magnifique d'ailleurs, et moi je suis au studio chez Jean, où on enregistre notre podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours un petit peu atypique ? J'ai dit que tu allais nous décrire tes étapes professionnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et puis comment tu voyais ta thèse dans tout ça, s'il te plaît ? Alors, en fait, donc effectivement, moi j'ai fini mes études en histoire de l'architecture en 2007. Et à partir de là, je suis partie, donc j'ai fait différents métiers, mais j'ai surtout été chargée de mission et puis j'ai co-dirigé la maison de l'architecture Languedoc-Roussillon. Et donc c'était des expériences aux côtés d'architectes principalement, qui étaient bénévoles et qui faisaient des actions culturelles pour l'architecture contemporaine. Donc ça m'a donné l'occasion de rentrer dans ce milieu et de voir effectivement que tout ce que j'avais pu travailler dans le cadre de mes études, en fait, et notamment le droit de l'urbanisme, puisque j'en ai fait pas mal pendant mon master 2 en histoire de l'architecture, finalement c'était pas forcément très bien perçu par les architectes. J'ai eu l'occasion aussi de faire des stages auprès des architectes des bâtiments de France. Je me suis aussi rendu compte que du coup, c'était pas forcément très simple pour les élus ou pour les citoyens de faire appliquer les protections du patrimoine. Et puis, au bout de 5-6 ans de salariat, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas allée au bout non plus du travail de recherche. Donc, tout ça conjugué a fait que je me suis dit, bon, si je faisais une thèse. Et alors, pour le coup, le déclic de la thèse m'est venu avec une demoiselle qui m'a invitée, alors c'est une de mes stagiaires, Solène Lavelle, qui m'a invitée à venir dans son université pour parler de mon métier. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer en fait une docteure qui faisait des interventions auprès des Master 2 à l'époque. D'accord. Et qui demandait finalement s'ils avaient la possibilité de faire venir leur tuteur de stage. Et elle a eu un parcours un peu atypique aussi et elle m'a inspirée en fait. Et ça m'a donné envie de renouer avec la recherche. D'accord. D'où la thèse. Donc oui, tu as fait ton M2, tu as travaillé et après tu as fait une thèse. C'est ça. Ok. Et donc après ta thèse, tu as retravaillé aussi un petit peu ? C'est ça, en fait, pas qu'un petit peu d'ailleurs. La thèse, en fait, si tu veux, pour moi, c'était un palier sur le parcours. Mmh. Ça n'a jamais été une vocation de faire de la recherche, même si j'adore ça, concrètement. Oui, c'est ce que tu m'as dit, tu as adoré ta thèse, mais ça s'est jamais inscrit comme un parcours académique. C'était une brique dans ta construction. Exactement. C'est une étape, en fait, pour moi, je le voyais comme un temps, du coup, pour approfondir le sujet, pour aller creuser vraiment, savoir éventuellement trouver des solutions. C'était presque une étude de marché très approfondie. Alors, ça choque beaucoup les gens de l'académique quand je dis ça. Mais je voulais approfondir le sujet à fond. Pour être sûr des solutions que j'allais sortir à la sortie. Et du coup, Connexence, l'idée, elle est venue comment dans ce parcours ? Alors, Connexence, en fait, c'est donc, on va dire depuis le point de départ que je te décrivais tout à l'heure, avec les différentes expériences que j'ai pu avoir aux côtés des architectes, des élus, des citoyens. Je me suis dit concrètement, il y a un fossé de compréhension entre les protections du patrimoine qui sont édictées à différents niveaux et les gens qui sont censés les appliquer. Et la thèse, d'ailleurs, portait sur la question des conflits dans les permis de construire, donc a mis finalement en lumière un certain nombre de leviers qu'on pouvait activer pour que ça soit moins compliqué pour tout le monde. Et donc Connexence, en fait, au départ, c'est parti de l'idée d'un transfert de la thèse, donc auprès de la SAD Grand Centre. Et moi, mon déclic finalement de l'entrepreneuriat parce qu'au départ, je savais que je voulais en faire quelque chose de tout ça, mais je savais pas forcément que ça donnerait une entreprise. Et puis, l'édée de création d'entreprise, elle est venue avec Rumiana Michanova, qui était à l'époque chargée d'affaires à la SAD Grand Centre, qui est venue me chercher dans le cadre d'un congrès du CNRS, de l'INSHS, pour être précis, les Innovatives, à Paris, et avec qui j'ai discuté. Et en fait, de là est née l'idée de pourquoi pas finalement toutes les solutions que j'avais pu esquisser dans la thèse pourraient devenir finalement des services ou des produits
à sortir dans le cadre d'une entreprise. T'as un associé, c'est ça ? Oui, c'est ça, Mathieu. Comment tu l'as rencontré ? À quelle étape ? Alors en fait, Mathieu et moi, on a eu l'occasion de collaborer dans le cadre d'un projet ANR sur le PLU patrimonial. Le PLU ? J'ai été appelée un jour par... le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. D'accord. Pardon, les acronymes de milieu urbanisme. Non, en fait, j'ai eu l'occasion donc de collaborer avec Mathieu dans ce cadre-là. J'ai mon directeur de labo un jour qui m'a envoyé un mail en me disant est-ce que du coup ça t'intéresserait de travailler sur ce projet ANR ? Pendant ta thèse du coup ? Pendant ma thèse, tout à fait. C'était à partir de donc on a monté le dossier ANR en 2014-2015 et on a été retenu en 2015 jusqu'à 2019. Donc on a eu un projet de 4 ans. Et Mathieu en fait a été l'ingénieur de recherche qui a été recruté pour le travail finalement de fond et on va dire de coordination et d'organisation du programme. Et du coup, on a eu l'occasion d'échanger beaucoup. On avait des parcours assez similaires au sens où on avait aussi, il a fini le Master 2, il est allé travailler et puis il a refait la thèse après. On a des sujets de thèse aussi très proches puisqu'il a travaillé sur la question des problématiques du patrimoine aussi et des enjeux de droit sur un plan géographique, lui, puisqu'il est géographe. Donc on s'est croisés et puis on a vu qu'on allait dans le même sens, c'est-à-dire qu'on était très proches des acteurs aussi tous les deux, ouais. Donc avec une volonté finalement de transmettre beaucoup. Lui il adore enseigner, d'ailleurs maintenant c'est son métier puisqu'il est devenu maître de conf cette année. Ouais, lui il est maître de conf donc il est pas employé par la... Voilà, effectivement il n'est pas salarié mais il est associé à l'entreprise. Et c'est vrai que du coup il a son approche de pédagogie me plaisait beaucoup aussi, donc finalement on s'est retrouvés dans la démarche en tout cas. Et Mathieu, en fait, c'est un peu... alors, oui, effectivement, aujourd'hui, il enseigne. Il n'est pas salarié de l'entreprise, mais pour autant, c'est le miroir. C'est-à-dire que sans lui, en fait, déjà, j'ai eu pas mal de... Parce que la vie d'entrepreneur n'est pas toujours très, très linéaire. Donc on a des hauts et des bas. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un avec qui discuter du projet et qui rebooste, ou qui ouvre un peu les chakras aussi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est grâce à lui que je me suis orientée vers d'autres champs d'activité que le seul urbanisme que j'avais en visuel avec la thèse. Donc du coup, maintenant, je vois le patrimoine sous un autre angle. Donc c'est vrai que Mathieu, c'est un peu l'ange gardien, on va dire, celui qui veille. Qui veille tout en n'étant pas dans la boîte, mais qui veille de loin, quoi. C'est ça. C'est Batman. Exactement. Ça va lui plaire. Et donc, tu l'as rencontré avant le déclic, avant de lancer ça avec la SAT ? Oui, tout à fait. Et donc, vous avez lancé ça avec la SAT tous les deux au départ, c'est ça ? Alors, en fait, non, puisque concrètement, moi, j'avais commencé à travailler, à faire la déclaration d'invention et tout ce processus, normalement pour une maturation en SAT. Mm-hmm. Et puis, on s'est croisés à peu près à la même période, mais je l'avais pas encore... on n'a pas vraiment... ficeler les choses, okay. On va dire, à ce moment-là. C'est vraiment une évolution parallèle qui a fait que, à un moment donné, on s'est dit, bon, finalement, on va rentrer en incubation ensemble, puisque la SAT n'a finalement pas été notre maison d'accueil. Ok. Oui, c'est vrai que tu as une structure un petit peu différente qu'une start-up. Tu nous expliques un petit peu Oui, tout à fait. Alors, en fait, donc moi, j'ai fait un parcours d'incubation, puisqu'en fait, la SAT Grand Centre, ça n'a pas abouti. Donc, du coup, je suis sortie de ce système-là. Et comme je suis à Montpellier, même si je suis rattachée à l'Université de Tours, du coup, je me suis intéressée aux incubateurs d'entreprises de ma région. Du coup, j'ai rencontré Alter Incube, qui est un incubateur de la région Occitanie, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Les premiers échanges que j'ai eus avec le chargé d'affaires, ça a été il m'a dit, mais tu viens de la recherche, peut-être que ça serait bien que tu ailles voir aussi Languedoc-Roussillon Incubation, à l'époque. Puisqu'aujourd'hui, cet incubateur-là de la région a été intégré à la SAT Accélère, donc la SAT de la région ici. Et c'est vrai que avec ce double parcours d'incubation, en fait, Mathieu, donc moi, et puis Sophie, qui était à l'époque associée aussi dans la démarche et qui depuis a quitté le bateau, mais qui est pas loin. Du coup, on a avancé ensemble le projet d'incubation. Et en sortant de cette incubation-là, donc Mathieu a poursuivi dans sa démarche académique, c'est ça. Et puis donc Sophie, elle est allée de son côté. Et moi, du coup, il m'a fallu trouver une structure parce que j'avais pas envie de lancer ça toute seule quand même. Ouais. Et puis en ayant baigné dans l'économie sociale et solidaire avec Alter Incube, ça m'a donné des envies de collaboration aussi. Et je suis rentrée du coup à la Créalide, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. Et donc, qui m'a permis de créer mon entreprise, finalement, sous un SIRET commun, avec un compte en banque commun aussi, avec, donc aujourd'hui, ils sont un peu plus de 170 associés.
dont je fais partie depuis le mois de novembre. Et donc, effectivement, on parle de co-entrepreneurs. Donc, on est tous entrepreneurs salariés, sauf quand on démarre où on a un contrat d'accord commercial pour lancer l'activité. Et dès qu'elle est rémunératrice, finalement, ça permet de rentrer en tant qu'entrepreneur salarié. Donc, c'est comme si on avait un CDI, mais en étant entrepreneur. Donc, c'est juste le top. C'est le top. C'est parfait, c'est le bon statut qui plaît à la banque. C'est ça, exactement. Non, et puis en plus, l'avantage, c'est qu'on a, on a toute liberté sur notre, la manière dont on construit la vocation commerciale de l'entreprise. Par contre, effectivement, on a tous les avantages à être en coopération, puisque en plus, on peut s'adresser à d'autres co-entrepreneurs pour répondre à des marchés publics en commun, par exemple, pour construire des projets collectifs. Donc, moi, mon premier marché public, je l'ai gagné avec une équipe de Créalide. C'est pas forcément des gens que j'aurais rencontrés autrement. Donc, ça m'a permis effectivement cette force de frappe et du coup de gagner ce marché. Ça permet aussi effectivement d'avoir des gros avantages quand on travaille avec les collectivités du coup les marchés publics. Parfois, tu es payé tous les 3, 4, 5, 6 mois. Donc, pour une entreprise classique, c'est un peu plus compliqué de gérer. Avec Créalide, c'est facile puisqu'il y a un lissage de trésorerie. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Entre ceux du coup qui gagnent régulièrement, c'est ça qui ont un apport d'argent régulier et ceux qui l'ont moins, au final, c'est la coopérative qui lisse. C'est ça. Et qui vous paye un salaire qui est au final tous les mois le même, c'est ça C'est ça, et qu'on fixe nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, le gros avantage, c'est qu'on se fixe notre salaire. D'accord. Donc, on dit, voilà, je vais rentrer tant de chiffre d'affaires, tu fais un prévisionnel, tu regardes sur le temps long et tu sais à combien tu peux te payer. Et puis, si à un moment donné, tu as un creux d'activité, tu préviens finalement les gestionnaires et tu leur dis, je vais revoir le salaire à la baisse pendant quelques temps parce que j'ai moins d'activité, etc. Et donc, c'est très, très souple. C'est d'une adaptabilité extra. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le marché public, ce que vous avez fait et qui c'était ? Alors en fait, on a gagné, c'est toujours en cours, on a gagné un marché avec Perpignan Métropole. En fait, Perpignan Méditerranée Métropole d'ailleurs. Et l'idée, c'était donc le sujet du marché, c'était la construction d'un storytelling touristique. D'accord. Et j'avoue que pour le coup, sans l'équipe que j'ai à Créalide, on n'aurait pas pu y répondre, puisque en fait, moi, j'ai fait tout un volet diagnostic finalement du territoire pour voir un petit peu tous les patrimoines qu'ils avaient à mettre en valeur. Je suis actuellement sur une autre mission, donc à la fin du marché, qui est de travailler sur des outils de médiation pour finalement transmettre le territoire. Et dans l'intervalle, on va dire, l'équipe avec laquelle je me suis associée, donc Laurent, Florent et Sandra, ont travaillé à la fois à co-construire un storytelling, donc un récit de territoire, à partir de tout ce qu'on avait fait en diagnostic, et dans un objectif de valoriser via les outils que je vais faire. Et un storytelling touristique, c'est quoi exactement ? C'est en fait une façon de visiter, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est un récit, c'est une histoire du territoire, si tu veux, mais avec un objectif marketing quand même derrière ça. Puisque l'idée, c'est de donner les atouts, les points, les pépites qui doivent être vues et pourquoi il faut aller sur ce territoire-là. C'est pour rendre le territoire attractif. Et donc, tu en vis aujourd'hui, mais tu en as vécu à partir de quand ? L'idée du projet, tu me disais, c'était 2015, c'est ça ? Ouais, l'idée du projet, c'est 2015. La première déclaration d'invention que j'ai déposée à la SAD Grand Centre, c'était en décembre 2015. Et mon incubation date on est rentré en incubation en 2017. Je suis rentrée à Créalide en 2018 et je me paye depuis, on va dire de façon régulière, parce qu'en fait, en contrat commercial, tu peux te verser quelques salaires, mais un salaire de manière régulière depuis avril 2020. D'accord. Avril-mai 2020. Donc ça a pris à peu près 5 ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc il faut vraiment être motivé, être sûr de son sujet, parce que sinon... Mais tu travailles à côté ? Alors en fait, déjà j'ai eu le contrat doctoral de la thèse pendant jusqu'en 2016. Et puis après j'ai eu le chômage, comme tout bon doctorant qui passe sa thèse et qui la termine au chômage, c'est un classique. Et puis après le chômage et quand j'étais en fin de droit, j'ai composé entre la vie familiale, puisque je suis en couple avec une petite fille. Donc mon conjoint aussi a été pour beaucoup, parce qu'il a concrètement permis de maintenir le niveau de vie le temps que ça se lance, quoi. Ouais. Quel a été le plus gros challenge que tu as rencontré, toi ? J'ai envie de dire, quand on est sur une innovation de rupture qui change les pratiques, parce que donc le premier outil que je voulais lancer, c'était un outil numérique. Oui, c'est ça, ça a bien évolué maintenant, c'est plutôt du conseil, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je fais du conseil, je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, finalement, je fais ce que mon outil numérique aurait dû faire en une seule fois, mais je le fais à plein de niveaux, de toute la chaîne du permis de construire, du citoyen à l'élu, et avec plus d'humains aussi, donc finalement, je m'y retrouve.
Mais effectivement, cet outil-là, en fait, j'ai essayé de le présenter comme... parce que quand on est docteur, on est un peu sûr de soi, on est sûr de son sujet, on est sûr des solutions qu'on a trouvées. Et c'est pas forcément le plus simple que de faire adhérer les autres à ces idées-là, sachant que nous, on a eu 4 ou 5 ans, dans mon cas 4 ans et demi, pour en arriver à cette conclusion. Et en fait, on voudrait faire croire à tout le monde que c'est la solution idéale, mais eux, ils n'ont pas suivi ce processus. Ouais. Et donc, on a un temps de décalage. Et moi, ça a été notamment avec les collectivités où j'ai eu beaucoup de mal à commercialiser ce produit-là, parce que je me suis pas rendu compte tout de suite qu'ils étaient pas au même niveau de maturité du sujet, quoi. Ouais. Du coup, voilà, ça a été, il a fallu que je prenne du recul et que je me dise finalement, il y a beaucoup d'acteurs et ça va être plus par petites touches. Poser plus de questions peut-être pour. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, adapter, être beaucoup plus sur mesure. Oui. On peut pas trouver de solution générique comme ça. C'est la difficulté un peu d'ailleurs du digital, c'est qu'on essaye parfois de solutionner des choses sous un format un peu général, ou en tout cas, même si le digital pousse aujourd'hui à personnaliser un maximum, on est quand même dans une volonté de globaliser. Ouais. Et en fait, pour le coup, la mission que je m'étais donnée était vraiment plus de l'ordre de l'humain et de l'accompagnement individuel ou collectif, mais de petits collectifs. Donc, au final, si tu refaisais quelque chose différemment, ça serait de t'adapter un peu plus. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai eu une chance folle, c'est que j'ai eu des soutiens de poids, que ce soit donc la SAT Accélère après, mais aussi BPI France, puisqu'en fait j'ai eu le rendez-vous. Ah oui, tu m'as raconté. Il faut que tu le racontes. Le rendez-vous banque, avec un banquier le plus court de ma vie et le plus, extatique. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis rentrée, on m'a signé un chèque. Donc j'y suis allée avec une vidéo de mon outil numérique et ils m'ont fait confiance tout de suite en disant que c'était une super idée. Ce à quoi d'ailleurs toutes les collectivités futures clientes que j'avais envisagées avaient souscrit, parce qu'ils étaient tous convaincus que c'était une super idée. Après, c'était la mise en œuvre qui était plus compliquée. Ouais. Et c'est vrai que du coup, avec cette aventure-là, je me suis dit, bon, je peux démarrer quelque chose. Et en fait, je pense que j'y suis allée trop tôt. C'est-à-dire que je suis allée avec mon projet sous le bras. Effectivement, l'idée était bonne, ils ont eu raison d'y croire. Ils m'ont mis un pied à l'étrier de fou, parce que de toute façon, si j'avais pas eu cet outil-là, j'aurais pas fait tous les salons, j'aurais pas pu faire parler de ce que je faisais, et donc j'aurais pas eu la communication nécessaire. Mais effectivement, si j'avais quelque chose à refaire, je pense que je me poserais la question d'être plus au contact du client. En fait, je serais allée au client beaucoup plus tôt. D'accord, ok. Puisqu'en fait, j'ai développé pas mal de choses de mon côté, en accord avec pas mal d'acteurs, puisqu'il y a certaines collectivités que j'ai auditionnées, mais c'était pas suffisant en fait. Il aurait fallu que je sois plus à l'écoute. Chose que, à mon avis, j'ai manqué un peu. D'accord, ok. Donc être plus à l'écoute, et c'est d'ailleurs ce que disait Clément dans l'épisode 7, poser beaucoup de questions, et du coup, ton idée évolue au fur et à mesure, en discutant avec les potentiels clients et les potentiels utilisateurs. C'est ça. Faire évoluer ton idée et poser des tonnes de questions à tout le monde, en fait. À tous ceux qui pourraient potentiellement utiliser. Et potentiellement, partir vraiment d'une idée et pas attendre qu'elle soit développée au point de pouvoir revenir en arrière ou d'avoir trop investi, en fait. Oui, faire évoluer l'idée et se lancer quand l'idée même est en mode graine, quoi. C'est ça. Parce que du coup, ça permet de la nourrir et de faire évoluer les choses et d'avoir des choses. Et puis parfois, on a peur aussi, moi je me rends compte de commercialiser quelque chose qui est inabouti, ou de se dire, du coup, c'est pas au bout du bout, donc ça peut pas se vendre. Et en fait, des fois, au contraire, on se rend compte que l'étape d'avant, parce que moi je me suis rendu compte de ça aussi, c'est qu'en essayant d'amener les collectivités à aller vers le digital, avec l'outil que je proposais, finalement, ce qu'ils avaient besoin, c'est d'un accompagnement en amont, quoi. Ouais. De tout ça. Donc au final, maintenant, ce que tu vends, c'est l'étape d'avant. Finalement, oui, c'est le travail en transversalité, c'est faire s'interroger les services entre eux, c'est voilà. Et ça, il y a que le client, le contact client en tout cas, qui peut te l'apporter. Je crois que du coup, c'est la leçon qu'on retire de plusieurs épisodes. Et est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé que tu veux dire aux futurs entrepreneurs, chercheurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer, qui osent pas trop? Là, concrètement, si je devais dire une chose, c'est déjà, il faut être sûr de son sujet et avoir envie de le maîtriser longtemps. Parce que comme vous l'avez vu pour moi, ça a été assez long. Donc, il faut quand même être convaincu de vouloir faire ça et d'y aller. Après, si c'est le cas, comme je viens de le dire, il faut rester ouvert, en fait. Rester ouvert à la fois aux autres, à la fois aux clients et aux besoins clients, et à la fois ouvert aux opportunités. Parce que maintenant, je fais aussi beaucoup de choses que j'avais absolument pas envisagées. Super. Bon, écoute, Julie, merci beaucoup. Merci, Elodie. Je te souhaite une très bonne journée et merci encore pour tous ces conseils. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.